Bonjour à tous, donc nous sommes maintenant à Attila II. Donc, la semaine dernière nous avons vu le livre d'histoire de Michel Rouche, et aujourd'hui donc on va citer des passages de Daniel Kircher, Le Maître des Steppes, qui est un roman. La dernière fois j'ai oublié de vous parler aussi d'un autre livre d'histoire que j'utilise de temps en temps. Voilà, donc j'avais utilisé pour Alamut. Et donc c'est de René Grousset. Alors dans celui-là aussi, les Huns sont traités de manière importante. Donc il y a moyen aussi de lire celui-là pour s'informer sur les Huns. Il y a un livre de poche, c'est une très très belle œuvre, c'est un gros livre. Ouais. C'est un peu ancien, mais c'est toujours d'actualité. Il y a les grandes lignes. Voilà. Il faut lire René Grousset, même sur les croisades. Il y a une œuvre magnifique sur les croisades de René Grousset. Voilà, donc on va lire des passages de celui-ci, la jaquette déjà. Donc ça, je vous le disais la dernière fois, ça avait été édité il y a un petit moment déjà, puisque c'est 1981. Donc il avait eu un prix pour ce livre. Et ce livre, c'est un roman historique. Je vais vous lire la jaquette. Alors, en l'an 450, Attila, le plus célèbre et le plus redouté des rois barbares, menace le monde romain. Il règne sur tous les peuples de la Germanie et de la steppe, tandis que l'Empire romain d'Orient, lui, paie tribut en tremblant. Un seul homme échappe à son autorité, son ami d'enfance, le général romain Aetius, qui gouverne l'Empire romain d'Occident. Rompant les serments d'amitié éternelle qui les liaient, Attila va ravager la Gaule puis l'Italie, avant de se retirer vaincu par la puissance spirituelle qui s'établit alors sur l'Europe, le christianisme. Avec un grand talent de conteur et une érudition admirable, Daniel Kircher nous entraîne des fastes de Constantinople jusqu'au célèbre palais d'Attila, en passant par la cour des rois wisigoths de Toulouse. Il nous fait vivre les invasions, les guerres, les intrigues des diplomates, le martyre des saints. Il nous peint des hommes brutaux et violents, mais aussi des femmes qui, dans cette époque catholique, ont infléchi le cours de l'histoire. Honoria, sœur de l'empereur Valentin III, obligée de demander la main d'Attila pour être délivrée de la tyrannie de son frère. Génophéfa, la protectrice de Lutèce. Ildico, la princesse franque, dont la grande beauté finira par être fatale au maître des steppes, Attila. Voilà, donc c'est agréable à lire, ça ne vaut pas les rois maudits, on est bien d'accord, mais c'est un livre intéressant. Voilà, donc page 21, Ravenne. Voilà, ce fut en l'an 1155 de Rome, donc ça nous fait du 402 après Jésus-Christ, après la fondation de Rome, il a dit, d'accord, que Stylicon le Vandale, régent du débile empereur Honorius, avait choisi Ravenne pour capitale de l'Occident. À cette époque, Alaric tentait de s'emparer de l'Italie et Mediolanum, c'est Milan quoi, si dans une plaine dépourvue de défense naturelle, n'était plus capable de fournir une protection au gouvernement impérial. Au contraire, Ravenne, ville établie dans une région marécageuse et pourtant pouvant recevoir facilement l'aide de l'Orient, offrait toutes les garanties de la sécurité. Au siècle précédent, elle avait été une capitale militaire, le port d'attache de l'escadre romaine de l'Adriatique. Ravenne gardait de sa vocation primitive la structure régulière des villes romaines, c'est-à-dire la forme d'un échiquier grandiose avec ses quartiers regroupés en autant de carrés aux limites tracées en cordeaux, avec les taches billarées de ses insulae, immeubles de rapport, au mur, selon les étages, de briques rouges décorées à la chaux et aux planches délavées, et dominant en serrant le tout le formidable corset des remparts. Ceux-ci en pierre de taille, hauts de 3 étages, crénelés et coupés tous les 20 pas par une massive tour quadrangulaire qui saillait fortement vers l'extérieur, était incessamment parcouru
par les minuscules silhouettes des sentinelles armées de la pique et des officiers enveloppés dans leurs manteaux militaires. Sous le chemin de ronde, on distinguait les magasins où étaient entreposées les armes, les livres et les machines de guerre de la garnison, les casernes où elles logeaient, les salles d'armes où elles s'exerçaient, le tout abrité dans l'épaisseur du mur d'enceinte. Ce spectacle, Honoria le regardait sans le voir. Elle y était trop accoutumée. Son regard s'accrochait machinalement aux plaques d'un bleu délavé qui paraissait ici ou là entre des nuages couleur de plomb. Elle demeura ainsi un très long moment prostrée. Justement, elle entendit s'ouvrir la porte de sa chambre et la voix de Fulvie annonça « Augusta, un vicaire vous demande. » Contrairement à l'usage, aucun d'usage commun de la jeune femme était vouvoyé. C'est le grand Théodose qui, le premier, avait exigé cette marque de respect à son égard, et après lui, sa famille continuait à en bénéficier. Voilà. Donc Ravenne. Passons à Constantinople maintenant, page 28. Constantinople, page 28. Alors Constantinople, sœur cadette triomphante et inviolée de Rome, avait un aspect vaguement triangulaire. La Propontide, mère de Marmara, la bordait sur un de ses côtés, tandis que l'anse profonde de la Corne d'Or la flanquait de l'autre, et du côté de la terre, une large douve suivie d'une double ligne de remparts l'isolait sur sa presqu'île naturelle. Les deux façades maritimes étaient celles aussi défendues par de hautes murailles, et chaque soir le port de la ville était fermé par la lourde chaîne. La défense de cette cité, la plus puissante, la plus inexpugnable du monde romain, était confiée à la garde impériale de Théodose II, soldat d'élite, d'origine gothique. Mais cette métropole où se mêlaient l'Europe et l'Asie n'était pas simplement un camp ou un refuge. Passé les portes monumentales on débouchait dans le fourmillement et la bigarrure des grandes places commerçantes. À mesure que l'on s'avançait dans l'invraisemblable enchevêtrement des rues, on comprenait mieux pourquoi Constantinople était surnommée la ville d'or. On ne pouvait faire plus de 60 pas dans une direction donnée sans voir au levant les yeux de la coupole d'or d'une basilique. Il y en avait plus de 500, ou plus rarement les toits d'argent d'un quelconque des palais seigneuriaux. Soudain et partout, on débouchait d'une étroite venelle noire, humide, glissant sous des arcs de triomphe, encadrés de proche en proche par des portails et des colonnes de bronze. C'est qu'une promiscuité extraordinaire, un désordre indescriptible régnait dans la ville. L'ordure y côtoyait la splendeur. Des taudis misérables avoisinaient des demeures somptueuses. Ça et là, une église rutilante se dressait au milieu d'un humble marché. Mais une saleté repoussante, universelle, établissait une sorte d'uniformité. Elle s'étalait partout, dans les rues, sur les murs, sous les porches des églises, et recouvrait jusqu'aux marches des palais. Faute de voirie, parfois d'égouts, marchands et voyageurs, soldats et clercs, gens du commun, perfectissimes jetaient ou faisaient jeter leurs détritus dans les rues. Et hommes et bêtes s'enfonçaient parfois jusqu'à la cheville dans une fange spongieuse et maladorante, faite de déchets de poissons, de légumes pourris, d'abats corrompus, d'immondices les plus divers, sans oublier les excréments des innombrables animaux qui se pressaient dans la ville. Chevaux, ânes, bovins, moutons, et bien sûr des hommes et des femmes. Des gens de toute race, en effet, déambulaient entre les bestiaux, les uns en litière, d'autres à cheval, la plupart à pied. Il y avait là des Arabes venus du Yémen, enveloppés dans de grands manteaux blancs, tachetés de boue, traînant leurs chameaux par le licou. Des Akadzirs, originaires des forêts boréales, au-delà des plaines pontiques, qui apportaient le bois
les fourrures précieuses, les poissons, les œufs d'esturgeon, les ephthalites issus des steppes hircaniennes, inquiétants par leur mine farouche et leur crâne rasé et luisant, les montagnards d'Anatolie et des Balkans galates, Paphégoniens et Thraces, arrivés en tribu et armés jusqu'aux dents, des marchands sassanides enrichis par le commerce de la soie qui avançaient dédaigneusement en faisant sonner des gros lots d'or de leurs habits. Et puis les Croates, les Scythes, les Arméniens attirés par le renom de la seconde robe, des Hindous engurbanés, les reins ceints par une large ceinture de cachemire, venus superviser le trafic des épices, jusqu'aux pirates de Léger étalant affamés dans leur litière le plus outrageant des luxes. Affalés dans leur litière, pas affamés. Dans cette cohue bousculant jusqu'au parfois un vendeur ambulant chargé d'étoffes précieuses, de tapis de merveilleux bijoux, ou d'un réchaud sur lequel cuisaient poulpes et poissons. Une colonne de cavaliers reins creusés par la mort des concurrents se frayait un passage. Voilà, bon. C'est une jolie description quand même. Alors ensuite, Hyacinthe, page 46. Page 46. La porte s'ouvrit et un homme parut, petit, sec, léger, voûté, les cheveux crépus de teinte indéfinissable, avec de petits yeux de fouine perpétuellement mobiles dans un visage pâle, déparé par un nez trop grand. Il était vêtu d'une tunique sombre qui convenait à son rang et 2 boucles d'argent pendaient à ses oreilles. « Vous m'avez fait appeler, Augusta. Me voici, fit-il en s'inclinant. Hyacinthe, c'est moi qui t'ai affranchi, n'est-ce pas? Et je vous en serai éternellement reconnaissant, Augusta, rétorqua-t-il en s'inclinant plus profondément. Tu vas avoir l'occasion de me prouver ta reconnaissance. J'ai une mission à te confier. Laquelle? Jure-moi d'abord que tu l'accepteras et que tu n'en parleras à personne. L'affranchi, troublé par la solennité du ton et par un début d'inquiétude, prononça néanmoins le serment que l'on exigeait de lui. Bien, fit sa maîtresse, tu es le seul en qui j'ai confiance. Si tu m'obéis, je ferai ta fortune. L'homme, alors, la regarda plus attentivement encore. Tu connais les Huns, n'est-ce pas? Le patrice Aetius les connaît mieux que moi. Je ne parle pas des mercenaires qu'il enrôle dans son armée, je parle de leur peuple, qui se trouve au nord du Danube. Tu vas aller chez eux, de ma part. Hyacinthe ouvrit la bouche et sentit ses genoux mollir. La réputation de cruauté et de versatilité des Huns était connue de tout un chacun. Il était certain que s'il se rendait à leur camp, ce serait pour y subir une mort épouvantable. Mais Honoria continuait. Tu diras au roi Attila que l'Augusta Honoria demande son aide. Tu lui diras que mon frère cherche à m'imposer un mariage par la force. Et tu lui diras que je le prie de bien vouloir me délivrer. Mais Augusta, comment peux-tu espérer que le roi des Huns daignera te rendre ce grand service? Qu'aurais-je à lui proposer? Cela fut Honoria en lui tendant son anneau qu'elle avait retiré de son doigt. Aetius eut un recul. Mais cela équivaudrait à une promesse de mariage, Augusta, dit-il d'une voix blanche. Donc c'est ce qu'on avait déjà évoqué dans l'histoire. Voilà, ensuite, page 48, c'est toujours Hyacinthe. Alors, elle était bien certaine qu'il ne la trahirait pas. Elle le connaissait depuis sa prime enfance. Il ne l'avait jamais quitté. C'était un cadeau que son oncle, le défunt empereur Honorius, lui avait offert pour un de ses anniversaires. À sa proclamation comme Augusta, elle l'avait affranchi malgré sa crainte secrète de perdre un objet auquel elle s'était attachée. Un objet. Mais lui n'avait pas voulu profiter de son nouvel état d'homme libre pour changer de maître. C'est qu'insensiblement, il s'était trouvé lié à sa patronne comme les mangeurs de pavots à leur vice. Le plaisir de la voir, de l'entrevoir même, d'échanger quelques mots avec elle, d'exécuter ses moindres désirs, lui était devenu indispensable. Peu à peu, même, il avait plus suffi.
il s'était arrangé pour la surprendre au saut du lit, au bain, ou pendant que ses servantes l'habillaient. L'âcre émotion qu'il ressentait alors alors formait dans sa gorge une boule étouffante et délicieuse. La vocation de chasteté de la jeune femme avait longtemps été comme un lien secret entre eux. Pendant sa liaison avec Eugène, il avait connu l'enfer. Était-ce parce qu'elle s'en était rendue compte qu'elle lui avait réservé à ce moment le plus grand honneur, la plus grande joie? Au sortir du bain, elle avait confié son corps tout chaud à ses massages. Il connaissait désormais la plus grande volupté dont il pouvait jouir en laissant courir ses doigts et ses paumes sur la chair tendre et huilée, depuis les omoplates légèrement saillantes au doux vallon des reins, avant de remonter les deux lobes charnus du séant, puis de se refermer sur les cuisses longues qui s'effilaient. Mais Honoria se doutait-elle de la passion qu'éprouvait son serviteur? En tout cas, elle ne le craignait point. C'était un eunuque. Voilà, donc ensuite, nous avons page 64, Attila. Page 64. Attila. Le roi Attila, que certains n'hésitaient pas à appeler l'empereur des barbares, car ses domaines s'étendaient du Rhin à l'Oural et du Caucase aux îles de l'océan. À cette époque, la Scandinavie passait pour un archipel. Et qu'outre les Rhins, il régnait sur les Ostrogoths, les Hérules, les Skies, les Akatsirs, les Ruges, les Quads, les Gépides et les bandits de la steppe, ainsi que sur tous les Germains occidentaux depuis les Saxons et les Burgondes d'outre-Rhin jusqu'aux Thuringiens. Lui qui, de concert avec son frère Bléda, puis seul, terrorisait l'Empire et les rois fédérés, lui qui avait ravagé l'Orient jusqu'aux Thermopyles et jusque sous les murs de Constantinople, lui qui avait fait de l'empereur Théodose son tributaire et presque son vassal. On racontait qu'il était venu au monde serrant convulsivement un caillot de sang noir dans son poing crispé, qu'il était aussi aimé de ses amis que craint de ses ennemis, et qu'au jour de sa jeunesse, un serment de fraternité l'avait uni à un jeune otage romain qui avait pour nom Aetius. Les ambassadeurs le regardaient avec une curiosité avide. Ses habits étaient ceux d'un quelconque guerrier, c'est-à-dire formés de diverses bandes de cuir violemment colorées de rouge, de vert, de bleu. Son pantalon en cuir, lui aussi rouge aux parements bleu et or, paraissait bouffer légèrement. Il était coiffé d'un bonnet fait de la peau bouclée d'un agneau noir de 12 jours, et des bottes de fourrure retenues par des liens de cuir entrelacés, le chaussaient. Un poignard large, de forme courbe, glissé dans une gaine de cuir rouge damasqué, était passé dans sa ceinture. Ce qui frappait d'abord les Romains, c'était son teint foncé. Puis ils remarquèrent la largeur de sa carrure et la grosseur presque disproportionnée de sa tête. Et s'approchant, ils distinguèrent mieux les traits d'une face camarde, rendue inquiétante par le feu sombre de ses yeux dissimulés dans leurs orbites comme des bêtes vénéneuses. À la droite du roi, les envoyés de Constantinople reconnurent Oreste, accroupi sur un coussin, écritoire et stylet en main, comme y obligeaient ses fonctions. Des courtisans, il y avait là des Germains comme des Romains, assis sur la banquette, s'étaient tus à leur entrée. Arrivé devant le Charniou, c'est son nom, le fils du ciel, Scota et ses protégés frappèrent à 3 reprises le tapis de leur front. Puis ils se relevèrent et Maximin, pliant le genou, remit à Attila une lettre de Théodose. Il y joignit par l'intermédiaire de Bigilas, qui était l'interprète officiel de la cour de Constantinople pour la langue unique, ses vœux personnels de bonne santé et de longue vie. Je vous remercie de ces vœux et croyez bien que ceux que je formule pour vous sont exactement les mêmes
que ceux que vous formulez pour moi, fut la réponse. Le visage du Hun était demeuré impassible, et son ton ambigu. Mais après les courtoisies, sa voix se haussa, changea de débit, devint impérieuse. Vigilas, interloqué par cette sortie, paralysé par le regard fulgurant de son interlocuteur, en resta quoi, effaré, tremblant, tandis que Rusticius traduisait rapidement pour les autres. Vigilas et tous les Romains étaient des menteurs, croyaient-ils remplir leur engagement en lui remettant ce misérable troupeau de déserteurs? Se figurait-il que lui, Attila, n'avait pas le compte des transfuges de son empire? Croyait-il qu'ils ignoraient que les mercenaires engagés dans l'armée romaine étaient 10 fois plus nombreux? Ça chauffe. Voilà, donc le ring, page 106. C'est la capitale, quoi. Hein. Page 106. Alors, du temps où elle était encore une agglomération de tentes de feutre, le ring, elle avait gardé une forme circulaire. Maintenant, bien sûr, elle était entourée d'une vaste enceinte de bois renforcée de terre battue qui remplaçait le cercle de chariots primitifs. Au-delà de cette palissade, on entrevoyait vaguement des toits de bardeaux, des places, des marchés, et dominant le tout sur une colline artificielle, une imposante construction de bois clair. Une clôture faite de pieux pointus et flanquée aux angles de 4 tours carrées en bois également l'entourait. C'était la résidence d'Attila. Des guetteurs devaient y avoir été postés, car on entendit soudain le long gémissement de trompes de mouflons. Aussitôt, les gens emplirent les rues, se pressèrent aux portes, couronnèrent les remparts. Enfin, ils reconnurent le manteau rouge et la toque noire d'Attila, avec près de lui une frêle silhouette qui ne pouvait être que celle de sa jeune épouse. Ce fut alors un torrent de vivats, de bénédictions, de cris d'enthousiasme et de bienvenue. Certains coururent au-devant du couple royal, d'autres se prosternaient. Les femmes envoyaient des baisers de la main. On pénétra dans la cité en marchant sur des brassées d'herbes vertes et de fleurs. On voyait des enthousiastes qui s'efforçaient de toucher le manteau, le cheval ou la personne même du Shaniou. À Maswith se voyait offrir des fruits, des fleurs et des bijoux. Attila les écartait de son bras, d'un geste qui ne manquait pas de majesté. Le cortège entra dans la cité par la porte du Midi, salué par le blatèrement des chameaux du caravansérail, incommodé par ce remue-ménage inhabituel. Il passa entre les grands entrepôts jouxtant les murailles et où s'entassaient les marchandises les plus rares, les butins les plus précieux. Puis, logeant le petit cours d'eau qui coupait le ring en deux, il remonta la rue principale tout en gravillant. À droite et à gauche, de l'autre côté de la rive, c'était un entassement disparate de tentes, de feutres, de cabanes, de bois et de torchis, d'enclos, où s'abattaient des porcs noirs. L'ambassade romaine se vit assigner un espace suffisamment libre pour y planter ses tentes. Elle ignorait encore tout de l'ambassade de Romulus. Le reste de la suite du roi, des Huns, se dispersa en même temps. Les uns rejoignant leur foyer, les autres se cachant vers les lieux de plaisir. Cependant, le Shaniou, suivi d'Orestre, d'Onégésios et de quelques familiers, passait le pont de bois dans sans parapet qui franchissait la rivière et commençait à grimper la pente de la colline. Il passa d'abord devant un grand bâtiment de pierre, le sol de la ville. C'étaient les bains. Plus loin, une femme entourée de suivantes et d'esclaves, l'épouse et les serviteurs d'Onégésios, attendaient au bord du chemin. Derrière elle, dans une haute palissade de bois épais, s'ouvrait une porte donnant sur le jardin de la demeure du dignitaire. Dès que parut le conquérant, tous tombèrent le front au sol. Parvenu à leur hauteur, Eugénésios s'arrêta, sollicitant de son souverain la permission de se retirer. Attila, en lui tendant son pied,
à baiser la nuit accordant. Voilà. Donc ça, on était 107. Donc 117, les Vandales. 117, les Vandales. 117, les Vandales, d'accord. Impressionné, le chef de l'ambassade s'avança sur le long tapis rouge qui, depuis la porte, traversait toute la pièce. C'était un jeune homme blond, au teint très bronzé et au visage agréable. Il portait un manteau écarlate sur une tunique de soie blanche brodée d'or. Des diamants brillaient sur ses brodequins de cuir et un bandeau mince, diversement brodé, ceignait son front. Une dizaine d'hommes le suivaient. La plupart étaient visiblement d'origine germanique. Quelques-uns, cependant, reconnaissables à leur teint plus foncé, à leur silhouette plus grêle, à leur attitude plus nerveuse, semblaient de race africaine. Ils avançaient entre ces deux rangées d'hommes silencieux, jetant à droite et à gauche des regards avides sur leurs vêtements de brocart somptueux et leurs bijoux d'or travaillés. Arrivés devant le Shan-Yu, et s'étant prosternés selon l'usage, ils se relevèrent et leur chef, le jeune prince blond, prit la parole en latin. « Ô grand Attila, j'apporte au-delà des monts et des mers le salut de mon père, le roi des Vandales, au roi des Huns. » Le Shan-Yu resta un moment à jouer avec un fouet, dont la lanière longue et fine se tordait autour de ses mains, comme le corps d'un serpent. Enfin, il demanda « Lequel des fils du roi Gesséric es-tu » ?»« Je suis Unéric, son fils le plus âgé. Veux-tu voir les cadeaux que je t'offre de sa part ?» Attila, ayant fait un signe d'assentiment, deux des Africains ouvrirent des couffins et présentèrent au un des lingots d'or, des étoiles au poil de chameau, des vêtements en mailles de fer qu'aucune flèche n'était capable de percer, les défenses d'éléphants qu'ils avaient ramenées avec eux. À chaque nouvelle merveille qui faisait miroiter sous les flammes des torches, on entendait quelques exclamations de surprise ou de contentement poussées par un conseiller d'Attila. Ce dernier seul demeurait impassible, et Unéric avait beau le regarder au fond des yeux, il ne put distinguer aucune trace de satisfaction ou de désapprobation. Un silence s'établit terriblement gênant. « Pourquoi ton père m'envoie-t-il tous ces présents ?» demanda enfin Attila. « Mais c'est un hommage à ta vaillance, le témoignage de l'admiration de tout notre peuple. Et qu'exige-t-il en échange de ces cadeaux ? Mais rien du tout. Tout cela t'appartient. » Attila, au coin de sa bouche, et tiré par un nombre de sourires, se tourna à demi vers ses conseillers. « Vous l'entendez ? Pour la première fois, les Vandales donneraient des richesses au lieu de les prendre. » Un formidable éclat de rire jaillit de tous les gosiers, salua cette remarque. Ceux qui ne connaissaient pas le latin commençaient par rire de confiance avant de presser les polyglottes de traduire. Unéric, très rouge, essaya de corriger sa maladresse. « Nous espérons bien sûr que cette offrande t'incitera à accepter notre amitié. Vous nous proposez votre alliance, contre qui ?» Unéric se tortilla mal à l'aise, il ne s'attendait pas à une telle subtilité de la part d'un nomade tenu pour fruste et lourdeau. « Les Romains sont nos ennemis comme ils sont les tiens. Unis, nous pourrions leur porter des coups les plus rudes que ceux que nous frappons séparément. » L'alliance éventuelle. Alors maintenant, nous allons le palais du Shan-Yu, page 129. Page 129. Voilà, c'est ça, d'accord. L'enclos royal était pour l'empire d'Attila une espèce de saint des saints. C'est là, sur le sommet aplati de la butte centrale du ring, que résidaient le Shan-Yu et ses proches, mais aussi tout ce qui leur appartenait, leur permettait de vivre. Les celliers, une forge, une boulangerie, une armurerie. Il y avait également la salle d'audience. Elle ne servait pas seulement à la réception des ambassadeurs, mais de tribunal et aussi de lieu où le roi recevait des plaintes des humbles et les hommages des vassaux. De l'extérieur, cette noire bâtisse paraissait aveugle et sinistre, avec ses panneaux de bois bouchant toutes les ouvertures pour mieux préserver le mystère des décisions de Shan-Yu. Cependant, les arcades de bois abritaient les plaideurs des intempéries.
Il y avait une longue file accroupie de part et d'autre de la porte, avec leurs lances à pointe d'os sur les genoux, leur cimeterre recourbé à la ceinture. Chacun tenait au bout d'une corde un jeune agneau pour couvrir les frais de la justice. Prisco remarqua que cette assemblée pittoresque était formée presque exclusivement de pure race et que les femmes étaient absentes bien sûr. Il n'avait pas suivi ses compagnons chez Créca, car sur l'ordre express de Maxime, il devait lui user de ruse ou de corruption pour tenter de joindre Attila au moment où celui-ci tenait audience publique. C'est pourquoi il attendait patiemment l'apparition du maître, en contemplant le va-et-vient incessant et coloré qui formait la réalité journalière de la résidence de Charniou. Un brusque mouvement de foule le tira de sa rêverie. La grande porte du palais ouvrit ses deux battants, et tous ceux qui attendaient le Charniou, les esclaves, les femmes, les dignitaires qui se promenaient dans l'enceinte royale, Prisco lui-même, piquèrent du nez dans la boue. Attila, à page. Voilà. Le palais, et enfin la bataille des champs cataloniques, page 371. 371. Non, c'est ça. Bon, c'est juste un petit bout, hein, pour vous donner le goût. Hein. Après, il faut lire le livre. Hein. Les Huns formaient le centre de l'armée, longtemps invincible. Ils allaient devoir combattre sur un terrain qui n'était pas le leur. Cavalerie légère et force de harcèlement avant tout, ils n'étaient entièrement à leur aise que dans les steppes, ou du moins dans les grandes plaines, où ils pouvaient déployer toute leur virtuosité d'archer à cheval. Mais tous ces guerriers étaient jeunes et pleins de fougue, et ce handicap n'était pas suffisant pour les inquiéter sérieusement. En Thrace, en Achaïe, en Illyrie, en Gaule même, sous Aetius, ils avaient souvent combattu dans des conditions semblables et en étaient sortis victorieux. Surtout, ils brûlaient de venger leur défaite et leur mort d'Aurélanium. Attila avait rassemblé autour de lui, près des chariots, les vétérans huns. L'étendard aux 4 queues de cheval flottait au-dessus de cette garde prête à intervenir partout où la situation l'exigerait. Au reste, des brèches avaient été pratiquées dans le cercle des chariots, suffisamment larges pour que les cavaliers puissent s'y réfugier sans peine. Des femmes, tant uniques que germaines, armées d'arcs, de haches et de coutelas, les gardaient. Aetius se doutait de toutes les dispositions qu'adopterait son ancien ami, et il s'inspira de ses déductions. Ses meilleures troupes, c'est-à-dire les Wisigoths, il les mit à l'aile gauche, avec la consigne de se faire tuer sur place plutôt que de plier devant leur adversaire. Lui-même prit le commandement de l'aile droite. Quant à Torismund, prince dont il avait pu mesurer par le passé la bravoure et le sang-froid, il lui donna ordre de demeurer en réserve et de n'intervenir que là où la troupe de Rome fléchirait. Selon la technique habituelle du cavalier de la steppe, les deux ailes de l'armée unique s'avancèrent d'abord, esquissant un mouvement pour envelopper la colline. Mais le premier vallonnement franchi, les Ostrogoths et les Gépides se virent chargés par les Wisigoths. Les boucliers des barbares éclataient sous le choc des lourdes lances. Malgré leurs plaques pectorales, nombreux étaient ceux qui se voyaient empalés sur leurs selles. Ils ripostaient en frappant aux naseaux des chevaux romains, les forçant à se cabrer et à démonter leurs cavaliers. Très rapidement, la belle ordonnance du début se fondit en un tourbillon de bruit, de couleurs, de cris, de hennissements. Tout Wisigoth dont la lance se rompait était immédiatement percé au début de sa cotte de maille par un glaive sanglant. Plus personne n'entendait la voix des officiers hurlant les ordres. Voilà, après il faut lire le livre, c'est un livre agréable. Hein, voilà, alors on a du mal à le trouver, enfin on ne le trouve plus en librairie je crois, hein. Donc il faut le trouver sur internet, hein. Ça coûte pas cher sur internet. Hein, ça, voilà. Donc Daniel Kircher, le maître des steppes.
Voilà, voilà. Donc là, on ne se reverra pas la semaine prochaine parce que j'ai un petit voyage à faire, et dans 15 jours. Voilà. Et pensez à toujours acheter le sabre de Damas pour qu'on puisse avoir la suite. Donc vous pouvez, vous pouvez le lire en numérique aussi, sur Internet. Vous pouvez le commander en numérique sur donc, la FNAC, Amazon, Kobo, enfin tout ce que vous voulez, Google. Voilà. Et puis bien sûr en papier, chez votre libraire, aux éditions Librinova. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à dans 15 jours.